Bonjour, bienvenue chez American Car City Classique. Je suis Olivier et une fois de plus aujourd'hui, je vais vous montrer une pièce de musée, une véritable pièce de collection dans le domaine de la voiture américaine, comme on en trouve de plus en plus. Comme vous le voyez, je pense, là je m'adresse vraiment aux collectionneurs. On a toujours été dans la collection sur les voitures allemandes, les voitures italiennes. Les américaines ont longtemps été boudées. Depuis une dizaine d'années, les choses changent. Certains modèles sortent du lot, dont ce modèle-là dont je vais vous parler. Et on arrive à des valeurs qui commencent à dépasser les centaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour des beaux exemplaires comme celui-ci. Donc on est vraiment dans un changement de marché. Et c'est le moment d'en profiter parce que les cotes sont grimpantes année après année. On a de plus en plus de mal à en trouver à des prix raisonnables. Et là, c'est l'occasion d'en attraper une. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez devant les yeux une Chevrolet Corvette 1963. Donc, ce qu'on appelle une C2 dans le jargon, c'est-à-dire une deuxième génération de Corvette de 63 à 67. 63 étant donc la première année, étant l'année la plus emblématique, la plus iconique. Pas forcément celle qui a eu le plus gros succès commercial à l'époque, mais aujourd'hui, c'est celle qui a une cote extraordinaire. Une voiture comme ça, aux États-Unis, on tourne à peu près dans les 200 000 $ dans cet état-là. Vous prenez le modèle d'après, il vaut 100 000 $ de moins. C'est comme ça. C'est le jeu. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui fait la recherche de ce modèle-là en particulier, pourquoi pas les autres. La C2, contrairement à la C1, la C2, elle a été designée par quelqu'un qui est très connu dans le milieu américain, qui s'appelle Larry Shinoda, qui était un designer chez General Motors et qui travaillera après plus tard sur la Mustang. Larry Shinoda, il s'est inspiré, comme vous pouvez le voir, de bateaux, d'aéronautique. N'oubliez pas qu'à l'époque, quand on dessinait une voiture, c'était les inspirations aérospatiales. Vous rappelez-vous en 69, hein, le pas sur la Lune. L'aérospatial, les bateaux, l'aéronautique. Donc, les voitures étaient dessinées dans ce sens-là, et celle-ci est un bel exemple. Alors, Larry Shinoda, il s'est inspiré d'une voiture allemande. Je vous mettrai une photo ici. Ce qu'on appelle une Adler Rhein Limousine. Je trouve ça vilain comme tout. Après, c'est encore une fois affaire de goût. Mais là, on voit qu'il a récupéré, en fait, ce qui lui a plu, c'est la lunette arrière divisée en deux par un ponton central. Il a récupéré ça. Encore une fois, vous regardez la vidéo. Regardez la vidéo entre la Adler et puis la Chevrolet. Pour une fois, il a magnifié le concept. Alors, 63, on va faire le tour ensemble. 63, elle est spécifique par son ponton de la lunette arrière, par sa boîte de vitesse, par cette grille qu'il y a sur le capot. Et ça en fait une voiture très très belle, très recherchée par les collectionneurs. On va faire le tour ensemble, vous allez voir, je vais tout vous détailler. Alors, on va faire le détail de cette auto. Encore une fois, vous ne fiez pas aux proportions. Une fois de plus, on filme en grand angle pour que vous puissiez voir tous les détails. Donc, je parais gigantesque par rapport à la voiture. Elle n'est pas petite non plus, ok? Alors, la Corvette. Il y a un détail important aussi dans l'histoire. La Corvette ne fait pas partie des muscle cars. Beaucoup de gens font l'erreur de dire ça. C'est une sports car. C'est même la first American sports car. Ils ont commencé à utiliser cette expression, donc la première voiture de sport américaine. Ils ont commencé à utiliser cette expression avec la C1, quand elle avait encore un 6 cylindres, donc c'était ridicule. Bien sûr, surtout quand la T-Bird est sortie avec le V8 et puis qu'elle l'a écrasé commercialement et en termes de performance. Bref. Donc la Corvette, malgré tout, a gardé cette dénomination de première voiture de sport américaine. Donc ce n'est pas une muscle car, c'est une sports car. C'est la gamme au-dessus. La muscle car, rappelez-vous, c'était un gros moteur avec aucun équipement. Une carrosserie le plus pas cher possible et un moteur de psychotique pour aller faire le con au feu rouge. La sports car, c'est une voiture qui valait bien plus cher et qui pouvait se mesurer au Ferrari, bon, non, il n'y avait pas de Porsche à l'époque, ça ne savait pas faire des voitures de sport, mais au moins au Ferrari, à certaines Allemandes, etc., et aux Anglais sur le coup, les type E et compagnie, d'accord? Donc, la Corvette 1963, prénommée Split Windows. Split Windows pour deux fenêtres séparées. Alors, on reconnaît une 63, principalement à l'avant, ce sont ces grilles, qui sont factices, bien sûr, qui sont sur le capot, comme ça, et qui sont inspirées, la ligne générale est inspirée du concept car qui est sorti en 61, la Mako Shark. Alors, vous chercherez sur Internet, on va vous mettre une petite photo pour vous voyez un petit peu, et là, vous allez voir le lien de parenté évident.
La Mako Shark, donc elle est sortie au salon de Détroit, je crois de souvenir. On rectifiera sur la vidéo si c'est pas ça. En 61, elle a eu un succès de dingue parce que c'était vraiment une révolution en termes de design. Donc un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu d'aéronautique, mais aussi beaucoup de marine. Parce que Stingray, ok, la Ray Manta en fait, ni plus ni moins. Donc requin, Ray Manta, un peu d'aéronautique, un peu de voiture, de design de voiture d'outre-Atlantique, enfin de l'Europe, du vieux continent. C'est un peu un mélange de beaucoup de choses qui en fait un résultat exceptionnel comme celle-ci. Alors, donc les grilles comme ça. Là, on a la version avec cantilever. Il y avait aussi des jantes en aluminium, ce qu'on appelait les knock-off, qui avaient un moyeu central avec un papillon. Là, le papillon est factice, mais bon, les designs, vous avez vu le design, hein, c'est des enjoliveurs d'origine. Hein. Donc, il y avait un moyeu central typé compétition, ou comme les anglaises. Et en fait, on insérait la jante dedans et on faisait tourner le papillon et hop, ça serrait la jante. Donc là, on a la version 340 chevaux. Alors cette auto-là, elle est comme d'habitude chez nous, puisque c'est ça qu'on chasse. Elle est matching numbers partout. C'est-à-dire que c'est sa teinte d'usine, c'est son intérieur d'usine, c'est son moteur avec ses numéros, sa boîte, son pont, etc. Tout est matching conforme. C'est ce qui fait la valeur d'une auto. Surtout, considérant le fait qu'une fois de plus, ces autos-là, dans les années 80, elles valaient pas grand-chose. Elles valaient plus qu'une Corvette normale, toujours pareil, mais en termes d'échelle, aujourd'hui, ça valait rien, quoi. Donc, elles ont un peu été matraquées, un peu maltraitées, un peu modifiées. Donc, en retrouver une fois de plus des originales, soit qui ont été remis à l'origine, soit qui ont été préservées et qui n'ont pas été matraquées, ça reste encore une fois un exercice difficile. Donc là, on a une version 340 chevaux. C'était la version la plus puissante avant de passer en injection. Cette version-là, elle est accouplée à une boîte manuelle 4 vitesses, que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un tout petit levier. C'est la dernière année de la boîte manuelle sur cette génération-là qu'on appelait la BorgWarner T10. C'était une boîte en aluminium ou en fonte, ça dépend, qui n'était pas réputée forcément très costaud avec les montées en puissance. N'oubliez pas, on est en 63. Donc dans les années 50, une américaine, ça faisait 140, 150 chevaux, parfois 200 chevaux quand on avait une voiture de sport. Donc les boîtes, elles arrivent à tenir. Sur les C1, c'est toutes des BorgWarner T10. Sur la C2, ils remettent la BorgWarner, mais là, commence à arriver à 340, 360 chevaux. Les BorgWarner, elles commencent à dire, hop, j'en veux plus. Donc, ils ont remplacé après, en 64, pardon, par la Muncie M21, M22. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Donc, vous avez une robe, une très belle robe comme ça, qu'on appelle Daytona Blue. Intérieur en vinyle bleu. Ah, donc, c'est très joli. Ça fait ça a un côté sombre qui fait ressortir les chromes, donc c'est du plus bel effet. Ça rend très très bien. Voilà, toujours la recherche dans le design, dans l'esthétique, dans le look. Le fameux ponton arrière, enfin le ponton qui divise les deux fenêtres comme la Adler. Ça, c'est très joli. C'est très joli, ça brille par son inutilité. C'est clairement du design, encore une fois. Comme je vous ai toujours dit, ces autos-là, c'est de l'art déco avant tout. Il n'y avait pas de restriction de pollution, de taille de coffre. D'ailleurs, il n'y en avait pas, il était que là, à l'intérieur. Ou de quelques considérations inutiles. On voulait juste du design. Toujours les arguments commerciaux, rappelez-vous, et ça, c'était la grande époque que moi, je bénis. C'était, je veux des chevaux, je veux de la vitesse, je veux de la gueule. Voilà. Bah, là, voilà. Bah, ça donnait ça. Donc, le design... Alors ça, c'est très beau quand vous regardez, évidemment. Hein. Vous imaginez qu'il fallait former les vitres. Voyez, regardez le galbe des vitres, d'accord. Donc toute la carrosserie est faite comme ça. L'arrière en pointe comme ça, comme les Ray Manta. Hein. Là, on s'est bien inspiré du Marine. L'inconvénient de ça, c'est que quand vous roulez et que vous regardez dans le rétro, vous ne voyez rien. Voilà. Donc, vous avez... enfin, si, vous voyez quelque chose. Vous voyez l'intérieur du ponton. Vous le voyez très très bien dans le rétro central. C'est un peu, ça ne sert pas à grand chose quand on roule, mais vous le voyez bien. Donc, à l'époque, retour dans l'histoire, en 63, beaucoup de clients qui avaient acheté cette auto-là se sont plaints auprès des concessionnaires Chevrolet. Et il y a certains concessionnaires qui ont coupé, à partir de 64, ils ont coupé ce ponton, ils l'ont enlevé, puisque c'est de la fibre encore une fois, hein. Ils ont remis une lunette arrière pleine comme la 64 et hop, advienne que pourra.
Donc il y a beaucoup de split windows qui sont devenus pas split windows en étant toujours de 63. On trouvait une qui a une fois de plus pas été coupée, rafistolée, parce qu'évidemment, sur de la fibre, et considérant que les Américains faisaient beaucoup d'à peu près, vous imaginez bien que ça fuyait une fois sur, 9 fois sur 10 plutôt. Là, c'en est une fois de plus qui n'a pas été coupée ou refibrée ou quoi que ce soit. Elle a gardé son ponton d'origine. On en trouve encore, mais c'est pas facile. Alors, les split windows comme ça, il y en a eu 10 594 de produites en 63. Combien il en reste aujourd'hui? À mon avis, vous avez bien facile 7 ou 8 000 qui sont partis à la déchetterie, à la ferraille. Il en reste plus beaucoup, ou alors dans des collections privées qui sortent pas. C'est difficile de savoir combien il en reste. Ce qui est certain, c'est quand on cherche dans le bouche à oreille avec mes copains aux US là-bas, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas, ou alors elles sont à des prix, elles partent aux enchères en fait. Encore une fois, quand les très très belles américaines bien spéciales sortent en vente, elles se sortent plus en annonce, elles sortent aux enchères et les prix décollent à des montants vertigineux. Là, on a la chance d'en avoir une belle, hein, qui pourrait être aux enchères aux États-Unis sans honte du tout. Voilà, donc là, je vous laisse admirer le galbe de cette auto-là, dans tous les sens où qu'on la regarde, c'est magnifique. C'est une très très belle voiture. Les demi-pare-chocs banane derrière comme ça. Toujours ce design, comme je vous disais, comme la Raymanta. C'est exceptionnel. Les échappements qui sortent derrière, comme ça. C'est très très beau. De toute façon, une C2, quelle que soit la génération en coupé, c'est beau. C'est vraiment un design incroyable. Cette coupe, tout en est dans le détail, tout en est dans la recherche de la pureté de ligne. C'est vraiment très très beau. Alors le moteur, et après on va faire l'intérieur. Hop. Et voilà. Et là, on a donc un superbe 340 chevaux qui a été refait il y a quelques années et qui a été légèrement optimisé, équilibré, etc. Donc qui fait 340 chevaux réels. On a même le dyno test. Donc ça fait une voiture qui est puissante tout en ayant gardé sa config, ce qui est important dans la collection, sa config d'usine, avec ses collecteurs, ses cache-culbuteurs d'origine Corvette, etc. et ses stickers d'origine. Donc c'est vraiment hautement collectionnable, parce qu'on n'en trouve vraiment pas beaucoup. Il y a beaucoup de 300 chevaux, il y avait plusieurs puissances de disponibles, il y avait 250 chevaux à l'époque, toujours sur un bloc 5 litres 3, 327 comme ça. Hein. Il y avait 250 chevaux, 320 chevaux, 300 chevaux, pardon, 320 chevaux, 340 et le 360 chevaux en injection. Donc là, on a la plus grosse version en carburateur. Et souvent, vous les trouvez, les split windows, en 250 ou 300 chevaux. Rarement en 340. En injection, c'est encore plus haut. Il y avait même la version ZO6 qui était avec un gros réservoir, l'injection mécanique, encore une fois. Et là, bon, je vous parle pas de prix. Là, c'est le prix d'une maison, on oublie. Voilà, donc là, vous avez vu le détail de restauration. Tout ce qui est radiateur, les cylindres blocs de triangle de suspension, le boîtier de direction, tout est beau, tout est conforme, les durites estampillées GM, on est tout dans le détail. Ce qui fait la qualité, le prix, l'investissement dans une voiture de collection, quel que soit le modèle ou le pays, c'est le détail. Tout est dans le détail. Il faut détailler les autos. Et c'est le cas sur ce modèle-là. Regardez, toutes les durites sont estampillées GM. C'est rien, on pourrait dire, oh, c'est pas grand-chose, mais dans la collection, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui se valorise. Voilà. Hop. Alors, l'intérieur. L'intérieur, on est pareil sur quelque chose de très typique du début des années 60. Alors, le petit lever de vitesse, ouais, on le reconnaît parce qu'il est très fin sur les Moonsea. Le lever de vitesse, enfin, la tige qui se trouve ici est un peu plus grosse et la boule de lever de vitesse aussi. Donc tout en aluminium évidemment. Et il n'y avait pas de crise des matériaux à l'époque, hein, tout allait bien. Donc c'était plus quali de mettre de l'alu que du plastique. Donc tout ça c'est métal, c'est fibre, un peu plastique là, mais c'est vraiment léger. Le grand volant, hein, typique de l'époque. Tous les manos qui sont bien fonctionnels, l'essence, le niveau de la batterie, la charge batterie, le compteur de vitesse, le compte-tour jusqu'à 6005, parce que c'était comme ça les 340 chevaux, elles avaient ce compte-tour là, les 250 elles s'arrêtaient à 5,5.
le mano de pression d'huile, la température d'eau, l'horloge qui fonctionne. Elle fonctionne rarement et celle-ci, elle est encore en mécanique, elle n'a pas été convertie en électronique. Donc c'était vraiment une belle pièce d'horlogerie, comme à l'époque on faisait. La radio avec le chauffage. Bref, c'est une voiture très très belle. Regarde le derrière aussi. C'est très très joli. Donc on a la place pour mettre des bagages hein, avec madame. On a un emplacement en dessous pour mettre d'autres affaires. Voilà, dont le cric. Hop. Voilà. On a une superbe voiture. Un très bel exemplaire de collection. On a gardé le manuel du conducteur, d'accord, qui semble être original. Il est bien passé quand même. C'est possible qu'il soit... Ouais, c'est possible qu'il soit original, je ne me rappelle plus. Mais dans tous les cas, ça reste un objet de collection bien convoité. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est une auto très très belle. C'est une véritable pièce de collection pour collectionneurs avertis. C'est pas à la portée de toutes les bourses, c'est vrai, malheureusement. Maintenant, bon, c'est comme ça. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc cette auto-là est disponible chez nous, elle est dans le hall, elle vient d'arriver. Elle est à 189 900 euros, 190 000 euros. On est en dessous de 200 000. Considérez bien qu'encore une fois, dans l'état où elle est, avec l'option moteur et l'état général, on est en dessous du prix du marché minimum aux US. Vous n'en trouverez plus à 150 000 $, elles sont toutes à 200 minimum. Ou si elles sont à 150, elles sont plus matching. C'est un 350 Chevrolet d'une Corvette de 78 qui fait 140 chevaux, toute voile dehors. C'est ce qui dévalue littéralement ces voitures quand elles ont des hauts tarifs comme ça. Le tarif est fait par le côté matching, factory. Donc celle-ci est un bel exemple. À collectionneur, à bon entendeur, venez la voir, elle est magnifique. À très bientôt.